tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va prendre un moment calme, un moment pour ralentir et se recentrer, pour pouvoir se concentrer pendant un quart d'heure sur une histoire en français. Pour mieux se concentrer, c'est important de faire un petit reset, histoire de faire sa skincare, de ranger et nettoyer un peu. Et même si on a juste envie de faire les derniers cadeaux de Noël, c'est important de cultiver notre vocabulaire tous les jours, même pendant les vacances. Après un petit moment à regarder quelques sites pour trouver les derniers cadeaux de Noël, il sera temps de se poser et de se mettre au travail. Aujourd'hui, je vous propose de lire ensemble une histoire qui s'intitule « L'ancêtre sur son âne ». Vous verrez, c'est une histoire un peu triste, mais qui va nous faire réfléchir. On va la découvrir pas à pas, en suivant le texte ensemble, tranquillement, sans se presser. Je vais afficher le texte et le lire pour vous permettre de bien suivre. Au même temps, je vais souligner quelques mots de vocabulaire intéressants à ajouter à la liste des nouveaux mots. Installez-vous confortablement, prenez ce moment pour vous, et c'est parti. À califourchon sur son âne gris, de larges pantalons bistres serrés aux chevilles, les pieds dans des babouches en cuir jaunâtre qui décollaient sans cesse de ses talons, la chemise en grosse toile à manches longues sous un gilet de drap noir, un fais rouge légèrement penché à gauche sur ses cheveux qui s'éclaircissaient. C'est ainsi que l'ancêtre arpentait, vers les années 1860, les souks du vieux Caire, pour vendre ses bouchons de liège. 2 sacs, remplis à ras-bord, était suspendu de chaque côté de sa monture. Célibataire à plus de 30 ans, Assad avait quitté son Liban natal depuis peu. La famine s'y annonçait. Les luttes tribales ou confessionnelles, débouchant sur des massacres sporadiques, puis sur des vengeances à longue portée, dénaturaient tous les rapports. Dénué de haine et d'esprit de clan, auquel les siens cherchaient à le contraindre, Assad décida de s'exiler. Emportant plusieurs balles de liège provenant des écorces de chêne de sa région, il embarqua sur un voilier en route pour Alexandrie. Dès qu'il mit pied à terre sur ce sol étranger, Assad sentit naître en lui un instinct de débrouillardise qui jusque-là lui avait fait défaut. Il se dirigea vers la capitale, trouva facilement à s'y loger, et fit l'acquisition d'un âne qu'il nomma Saf-Saf. Ces syllabes sans signification, qui sonnaient tendres et vives, lui étaient revenues spontanément aux lèvres. À partir de ce jour, Saf-Saf lui servit de boutique, de moyen de locomotion et de confident. Son commerce devint un jeu. Tailler des bouchons de toutes dimensions exaltait son ingéniosité. Rencontrer d'autres commerçants, visiter leurs échoppes, échanger des informations, plaisanter autour d'une tasse de café, offrir à son tour, d'un bocal ventru suspendu à sa selle, du sirop de mûre dans un gobelet d'étain qu'il faisait briller avec une peau de chamois, tout contribuait à son plaisir. Dans son propre village, la population, accueillante aussi, mais plus hâbleuse, plus fanfaronne que celle d'ici, le rendait timide et silencieux. À l'opposé, il se sentait à l'aise parmi ce peuple d'Égypte, souvent misérable, mais rieur et bienveillant. Lorsque les échanges se prolongeaient, Saf-Saf brayait, frappait le sol de ses sabots, soulevant des vagues de poussière. Assad le calmait avec des morceaux de sucre dont il avait les poches pleines. D'autres fois, pour le choyer, il ornait son cou d'une série de colliers à perles bleues destinés à chasser le mauvais œil. À cette superstition, comme à d'autres, Assad ne croyait guère. Le soir, partageant avec son âne une chambre qui donnait sur une impasse malodorante, il se rattrapait en caresses, en paroles résumant ses journées. « Saf-Saf, mon frère, que ferais-je sans toi ? Notre négoce tourne si bien que j'ai déjà épuisé mon stock de liège. Il faut que j'en fasse venir de grosses quantités de mon village. Bientôt, je doublerai ta ration d'avoine. Je m'achèterai un gilet neuf et d'autres pantalons. » Satisfait de son existence, Assad n'imaginait aucun autre profit à tirer de ses gains. C'est alors qu'intervint un de ses corps légionnaires. Émigré depuis une vingtaine d'années, celui-ci, qui tenait au Caire un commerce d'orfèvrerie, lui proposa un placement. Un placement ? Tu me confies une somme d'argent et par Saint-Antoine je te déniche une juteuse affaire. D'ici peu je te rends le double, peut-être même le triple. L'orfèvre ne croyait pas si bien dire. Assad lui confia, avec reconnaissance, cet argent qui lui brûlait les doigts et qu'il était sur le point de distribuer. L'homme lui acheta un terrain en banlieue, vendu à vil prix par un Turc dont les affaires périclitaient. En moins de rien, ce terrain décupla de valeur.
Muni d'une procuration et touchant de larges bénéfices à chaque transaction, l'orfèvre revendit cette propriété pour réinvestir aussitôt la somme dans l'achat d'autres terres plus éloignées, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où Assad et lui-même se trouvèrent à la tête de quelques centaines d'hectares représentant une fortune considérable. Indifférent au progrès de son placement, Assad continuait de vaquer en toute tranquillité à ses occupations. Un soir, apprenant l'étourdissante nouvelle, il eut l'impression qu'on venait de jeter un énorme rocher au fond du lac paisible de son existence. À partir de là, comment agir ? Il ne pouvait plus ignorer la situation, ni son nouveau statut. Les voisins et les membres de sa communauté, il n'avait guère fréquenté ces derniers jusqu'ici. Préférant se mêler à la population locale, se chargerait de les lui rappeler. Ses compatriotes comblèrent Assad d'égards. Insistant sur leur commune origine, ils découvrirent, fort opportunément, d'innombrables liens de parenté entre eux. Ils lui conseillèrent de s'établir au plus tôt, se faisant fort de lui trouver une épouse de même ascendance, chrétienne, à peine pubère de surcroît. Chaque famille avait une fille en réserve à lui offrir. Assad abordait la quarantaine. Un âge déjà avancé pour l'époque, il était urgent qu'il songeât à faire de nombreux enfants qui deviendraient ses futurs héritiers. Saf, ce soir-là, n'arrêta pas de braire sur un ton pathétique. Sucre, avoine, caresses ne parvinrent pas à l'apaiser. Il fixait son maître avec d'immenses yeux bruns, noyés de tristesse, comme s'il pressentait pour tous deux un sombre avenir. Il ne se trompait pas. Du jour au lendemain, Assad se trouva en possession de vastes plantations réservées à la culture du coton et louées à de petits cultivateurs. D'autres terres attendaient d'être correctement exploitées. Par un des premiers trains circulant en Égypte, Assad emmenait chaque fois Saf avec lui vers cette campagne lointaine. Ils y passèrent de longues semaines, retrouvant le plaisir des balades et des échanges passés. Les champs remplaçaient les souks, les chemins sablonneux se substituaient aux ruelles, les canaux d'eau boueuse évoquaient vaguement le grand Nil qui traverse la capitale. Partageant avec les paysans leur repas au pied d'un arbre, écoutant leurs doléances et promettant d'y remédier, les visitant dans leurs masures, les rassemblant sur la terrasse de sa demeure après avoir tué le mouton en leur honneur, Assad éprouvait presque le même entrain, la même gaieté que jadis durant ses randonnées dans la vieille ville. Au milieu de ces hommes, Assad, que sa richesse mettait mal à l'aise tant elle lui semblait un déguisement, se sentait moins exclu de sa propre peau. Saf, qui le transportait ou qui trottait à ses côtés, secouait joyeusement sa queue pour chasser les mouches, hochait la tête avec allégresse pour faire teinter la masse de ses colliers. Ce bonheur ne pouvait durer. Son épouse aux yeux verts, la plantureuse Asma, bientôt mère d'un fils, puis d'un deuxième, puis d'un troisième, prit rapidement de l'ascendant sur son époux. La belle famille s'enorgueillissait de descendre d'une lignée de notables. Elle se vantait de domaines, de possessions, hélas perdus dans des luttes fratricides qui avaient mis à feu et à sang leur pays d'origine, les forçant à l'exil. Pour toutes ces raisons, la tribu familiale estimait que, ayant consenti à une mésalliance en donnant une des leurs à un vendeur de bouchons, elle ne pouvait pousser plus loin ses concessions. Chacun taxa la simplicité d'Assad de niaiserie. Il a bien choisi un âne pour meilleur compagnon. Son attitude ne pouvait qu'induire en erreur ces paysans ignares qu'il traitait comme des proches. Entre ses mains ineptes, l'exploitation agricole irait à sa perte. Il était donc de leur devoir d'assurer le bien-être d'Asma, de ces chers petits qui ne cessèrent de naître et de rendre inoffensif ce bougre. Son ignorance est telle qu'il appose au bas des documents une croix et l'empreinte de son pouce en guise de signature. On pria Assad, en l'intimidant par des arguments juridiques, de renoncer à ses séjours à la campagne pour s'occuper exclusivement des exportations de coton et de canne à sucre. Des bureaux seraient bientôt installés dans la cité. Il en assumerait la direction. Épaulé, cela allait sans dire, par deux de ses beaux-frères et par l'oncle Naïm. Ce dernier, un vieillard despotique, avait été promu au rang de patriarche depuis le décès de son aîné, le père d'Asma. La villa blanche, bâtie à l'italienne, avec porche en marbre, colonnade, balcon, possédait plus de 20 pièces. Un grand jardin l'encerclait, une tonnelle de roses trémières, du gazon toujours vert, des bosquets de rhododendrons, des arbustes de laurier, des parterres de roses, de glaïeuls, de chrysanthèmes. Des bordures de capucines ou de pensées étaient constamment maintenues en état par les soins de 3 jardiniers. L'ensemble manquait d'arbres. Un seul, le banyan, déjà sur le terrain au moment de la construction, avait été sauvegardé par l'architecte. Avec ses multiples racines, il occupait la partie est du jardin. Ses branches noueuses et séculaires servaient d'ombrage à Saf.
Je ne veux pas que ce ridicule animal rôde autour de la maison et soit remarqué par les invités, grommelait Asma. Attaché à une corde qu'Assad avait pris soin d'allonger au maximum, l'âne bridé, faisant mine d'oublier cette contrainte, trottait à tout bout de champ autour de l'arbre. Dès qu'il apercevait son maître, Saf-Saf se campait devant lui et le fixait de ses yeux aimants. Pour se faire pardonner, Assad multipliait ses rations d'avoine, de sucre et d'accolade. Pour certaines décisions, Assad ne transigeait jamais. Quoi qu'en pensant ses proches, il garderait toujours Saf-Saf auprès de lui. Laissant aux autres leur mode de vie, il tenait au sien et s'y agrippait. Il s'était fait bâtir une chambre-cellule reliée à la bâtisse principale par un étroit et long couloir. Peinte à la chaux, elle ne contenait qu'un lit, une chaise, une table. Punaisée au mur, une photo jaunie de lui-même à califourchon sur son âne, trimballant les sacs à bouchons, évoquait un passé serein et enjoué. Une porte-fenêtre ouvrait sur le bagnan. De tous les recoins de sa pièce, Assad pouvait ainsi contempler d'un même coup d'œil l'arbre et l'âne. Asma surnommait ce greffon une immonde pustule qui défigure l'imposante demeure. En s'y dirigeant plusieurs fois par jour, Assad lançait « Maintenant je rejoins ma bulle d'air frais. À plus tard. » Peu doué pour les affaires, et songeant à l'intérêt de ses enfants, malgré 3 fausses couches, Asma lui en avait déjà donné 8. Assad avait volontiers confié toutes les opérations financières aux membres de sa belle famille. Entre leurs mains, la fortune fructifiait. Les signes en étaient évidents. Multiplication de la domesticité, arrivée d'une gouvernante autrichienne, d'un cocher albanais, réception de plus en plus fastueuse, location à l'année d'une loge à l'opéra. Tout cela contribuait à classer les siens parmi les gens d'importance, à les introduire dans le grand monde, à espérer de beaux et riches mariages pour leurs descendants. Fascinés durant leur jeune âge par ce père fantasque, les enfants d'Assad se laissèrent peu à peu séduire par la famille maternelle et par les avantages matériels qu'elle leur procurait. Certains d'entre eux reprochèrent plus tard à leur père de ne pas soutenir l'ascension de la famille et de se complaire dans l'évocation de souvenirs qui n'étaient en guère reluisants. Ils cessèrent de s'intéresser à Saf-Saf, de le caresser, de le nourrir, de grimper sur son dos. Les apercevant de l'autre côté de la pelouse, celui-ci brayait en vain pour retenir leur attention. Ce n'étaient pas les ambitions des siens qui gênaient Assad. Ce qui lui faisait mal, et même l'horripilait, c'était leur pose, et cette insupportable prétention. Conscient de sa propre ignorance, il tenta sérieusement d'y remédier. Le vieux maître Hazan, bossu et myope, rendit visite 3 fois par semaine. Il traversait le jardin à petits pas, sa sacoche en grosse toile verte bourrée de livres sous le bras. Avant d'entrer dans la chambre de son élève, il prodiguait des caresses à Saf-Saf et lui glissait entre les dents un gâteau de miel. Assad apprit à lire, à écrire. Il était attentif et doué. Après chaque leçon, Hazan lui récitait toujours un poème en le modulant. « Si donc tu me fais du bien, je saurai m'en rendre digne. Mais si tu n'en fais rien, je dirai quand même. Merci. L'homme intelligent, s'il examine sans voile tous les biens de ce monde, ils seront pour lui un ennemi vêtu comme un ami. C'est d'Abou Nawas, lui soufflait-il, le poète rebelle aux cheveux pendants. Reprends après moi. » Assad répétait aussitôt. Le lendemain, le maître citait. Qui donc jamais se lassera de voir le souffle de la respiration sortir de sa propre poitrine? C'était Dalmahari, aveugle à 4 ans, une autre fois, à présent écoute Assad. Écoute notre grande poétesse Al-Khansa. Ses 2 frères ont été tués dans la lutte contre une tribu rivale. Elle pleure leur mort. Le siècle furieux nous a traîtreusement atteints. Il nous a transpercé soudain des coups de sa corne acérée. C'est à présent que nous restons d'un rang égal aux autres hommes, ainsi que les dents alignées dans la bouche d'un homme adulte. Tu as bien entendu, ne dirait-on pas des paroles d'aujourd'hui? Il est temps d'envoyer cette vieille bête mourir à la campagne, suggéra Asma, n'osant prononcer le mot abattoir. La vue de Saf-Saf, symbole d'un passé minable, l'irritait de plus en plus. Si Saf-Saf s'en va, je pars avec lui. Persuadée que son époux n'en démordrait pas, elle se hâta de changer de propos. « Ce que je t'en dis, c'est pour son bien. Tu feras comme tu veux, mon cher. » Il fallait éviter le scandale. Les communautés chrétiennes étaient régies selon leurs propres rites. La leur, d'obédience catholique, excluait le divorce, tolérait mal la séparation. Mieux valait endurer les caprices de ce vieil original que de s'engager dans des procédures qui alimenteraient contre les commérages et nuiraient à la réputation des siens. En mère avisée, Asma n'oubliait pas qu'il lui restait des filles aussi à caser. Quelques mois plus tard, sans dire où il se rendait, Assad s'absenta toute une journée. Le soir, en rentrant, il trouva son âne gisant sous l'arbre, mort. Devançant les désirs de sa patronne, qu'il partageait en partie,
Stavros, le cuisinier grec, l'avait-il secrètement empoisonné? Assad enterra sa bête au pied du banyan. Il creusa lui-même sa tombe. Puis il installa le cadavre de Safsaf tout près des racines coriaces et livides dont la sève résiste au temps. Depuis la mort de son âne, Assad disparaissait dans la journée pour ne revenir qu'à la nuit. Il avait retrouvé le chemin des souks. 30 ans s'étaient écoulés. Beaucoup de ses compagnons avaient disparu. Il en restait quelques-uns. Ils le reconnurent et lui firent fête. Aucun ne lui reprocha le silence de toutes ces années. Le vieil homme fit la connaissance de Nina, la fille d'une Maltaise qu'il avait jadis aimée en cachette. Celle-ci lui rapporta les paroles de sa mère disparue. Elle me parlait de toi avec tendresse. Elle riait en me décrivant ton âne. Comment s'appelait-il? Laisse-moi me rappeler. Safsaf, c'est ça? C'est bien ça, Safsaf. Leurs liens se resserrèrent. Assad venait plusieurs fois par semaine. Ils savaient se parler. Ils apprirent à s'aimer, malgré la différence d'âge. À toute heure, en se rendant chez Nina, ils se sentaient espérés, chéris. Au bout de quelques mois, elle attendait un enfant. Assad l'adopta et veilla aux besoins du fils et de la mère. Une fin d'après-midi, dans le fiacre qui le conduisait d'un lieu à l'autre, Assad rendit l'âme, dans un soupir. À la villa, on s'empressa de décrocher du mur la photo jaunie qui représentait l'aïeul, le visage rayonnant, le fée sur le côté, à califourchon sur son âne. Chez Nina, la même photo demeura, en bonne place, sur le guéridon en bois doré. Pour effacer la mémoire de Safsaf et les souvenirs qui s'y rattachaient, Asma et ses enfants firent abattre la chambre-cellule et le long couloir. On abattit aussi le banyan. L'énorme et terreuse cicatrice fut recouverte d'un large parterre de dahlias et d'iris. Plus d'un siècle après, liés par mariage à des familles européennes de petite noblesse, certains descendants d'Assad, adoptant les marottes en vogue, tentèrent de dresser leur arbre généalogique. Très vite, ils butèrent sur le tronc. Le découvrant obscur et indigent, ils se hâtèrent de le travestir. Le vendeur de bouchons se métamorphosa en fils de gouverneur, promu à ce poste honorifique par l'Empire ottoman. Quant à l'âne, on le transforma en cheval. Safsaf fut surnommé Seif el-Nour, ce qui veut dire épée de lumière. Ainsi paré de richesses et de pouvoir, l'ancêtre monté sur son destrier pouvait dignement débarquer dans le port d'Alexandrie. Et de là, partir à la conquête de nouvelles terres, pour lui et pour sa postérité.